Cela nous a probablement pas échappé. Oracle a affolé les compteurs en bourse ces derniers jours, avec notamment plus 40% sur une seule séance. Alors pourquoi? Simplement parce qu'ils ont signé un contrat absolument colossal lié à l'intelligence artificielle. Et forcément, ça m'a amené à me poser plusieurs questions. Et en tant que Français, et donc plus largement investisseur européen, existe-t-il en Europe des champions capable de surfer cette vague de l'IA? Existe-t-il des entreprises éligibles au PEA qui pourraient avoir la même vague de croissance que des entreprises qu'on a pu voir comme Microsoft, Nvidia ou encore donc Oracle actuellement? Et puis surtout, comment nous, en tant qu'investisseurs particuliers, pouvons-nous profiter de cette dynamique? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui, puisque j'ai identifié grâce à mes recherches et mes tests d'investissement 5 entreprises intéressantes dans le secteur de près ou de loin de l'intelligence artificielle qui sont éligibles au PEA européenne, dont une action française, et c'est ce qu'on découvre tout de suite. Juste avant de vous présenter le premier titre, sachez que j'ai utilisé l'outil Zone Bourse avec notamment les listes par thématique, puisque vous avez des entreprises selon certains critères qui sont regroupées par grandes catégories. Je me suis donc rendu dans Intelligence artificielle, dans lequel vous retrouvez le scénario d'investissement avec ces entreprises qui le composent. Et à partir de là, vous avez tout un ensemble d'entreprises. Et pour affiner la chose, j'ai utilisé le Stock Screener en mettant quelques critères de mon côté et en sélectionnant donc l'Europe pour avoir des entreprises éligibles. D'ailleurs, sachez qu'actuellement, Zone Bourse propose une offre à moins 40% sur tous ses abonnements. Vous aurez donc accès à toutes les listes de thématiques, au portefeuille de Zone Bourse, portefeuille Europe, USA, Asie, qui cartonne d'ailleurs actuellement. Vous allez pouvoir aussi, bien évidemment, utiliser le Stock Screener, qui est assez récent, en tout cas qui a été revu et très bien pensé, avec notamment des systèmes de ratings qui sont très intéressants pour faciliter la recherche. Je vous invite grandement à utiliser ce type d'outil. Si ça vous intéresse, vous avez moins 40% avec le lien qui est en description jusqu'au 21 septembre. Et en bonus, pour toute personne qui s'inscrit sur le lien, je lui offre un mois d'abonnement dans le Riquet Bourse Club qui démarre très prochainement. On commence donc avec Yonos, un acteur européen du cloud qui est très intéressant puisque leur business, ça va être de fournir justement l'infrastructure numérique qui permet aux entreprises de déployer leurs services, y compris les modèles d'IA. Et forcément, avec l'explosion de la demande en puissance de calcul, Yonos est très bien placé pour capter une partie de cette croissance. Et puis surtout, avec l'argument de souveraineté numérique et du respect, bien évidemment, du RGPD qui est de plus en plus important en Europe. Je suis sûr que certains d'entre vous en entreprise y sont confrontés. Ce qui est intéressant de voir, c'est du côté tout simplement des segments d'activité. On va voir un petit peu la répartition et on s'aperçoit eh bien, que 80% du chiffre d'affaires vient du cloud et de ses solutions digitales. Donc c'est du pur jeu sur l'infrastructure numérique. Et d'ailleurs, la majorité de l'activité, c'est important aussi de le voir, eh bien, reste concentrée en Allemagne, 57% quasiment, mais avec une présence qui monte progressivement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, ce qui montre un potentiel d'expansion internationale encore important. Si on regarde du côté cette fois-ci chiffres, eh bien, on va assez vite s'apercevoir qu'on a une progression du chiffre d'affaires qui est claire, qui est nette, et on devrait passer, comme vous pouvez le voir ici, de 1 milliard à peu près de chiffre d'affaires, 1,2 en 2022, à plus de 2 milliards en 2027, soit en l'espace de 5 ans, plus de 100% du chiffre d'affaires, 20% en annualisé. C'est absolument énorme, bien évidemment, vous l'avez compris. Sachant que si on regarde effectivement la marge d'exploitation, eh bien, on s'aperçoit qu'elle grimpe également et elle pourrait atteindre jusqu'à 25%. La marge nette suit à la même tendance, ce qui montre bien que c'est une croissance qui n'est pas seulement dans le chiffre d'affaires, mais qui est bien une croissance rentable. Et ça, c'est évidemment très intéressant. Du côté du bilan, on peut s'attarder sur ce graphique et on voit que Yonos avait pas mal de dettes nettes en 2024, mais les projections montrent une baisse progressive, et jusqu'à quasiment d'ailleurs zéro en 2027. Et là où c'est intéressant, c'est que l'entreprise renforce sa solidité financière tout en continuant à croître. On a donc ici un beau pari sur l'explosion du cloud et de l'IA en Europe avec une trajectoire financière qui semble s'améliorer d'ici 2027. Si on regarde du côté des analystes et du consensus, on s'aperçoit effectivement que c'est un titre qui pendant longtemps a été sous-évalué, qui a profité de l'accélération en 2025 de très bons chiffres, de très bonnes publications pour arriver effectivement sur des niveaux de valorisation, en tout cas d'estimation de la part des analystes un peu plus cohérents, un peu plus adaptés. Et on voit qu'il y a toujours un bel objectif en moyenne des analyses, donc sur les 11 avis, de 11,61%. D'un
point de vue technique, l'entreprise est toujours très bien orientée à la hausse. Ici, vous êtes sur une visu daily. Donc, on voit des grosses phases d'accumulation, d'explosion, de contraction, de range. On aurait même pu prendre un peu plus gros, hein. Bien évidemment, ce range, ça reste des zones à identifier. On casse et on accélère et on voit qu'on fait une nouvelle phase. Donc, tant qu'il y a de la croissance, que l'entreprise continue de bien publier, bah, bien évidemment, plus on achète bas, mieux ce sera. Mais je trouve qu'on est quand même sur des niveaux qui restent intéressants. Alors, évidemment, ici, on mise sur la croissance, on mise sur la continuité. On n'est pas du tout sur des entreprises qui sont pas chères, quoique pour moi, Yonos n'est pas la pire de tout ce qu'on peut voir. Bien évidemment, les investisseurs dans la value, bah, il n'y a pas vraiment d'intérêt à rentrer ici. On n'est pas sur des entreprises décotées par rapport à leurs fondamentaux. On parie plutôt sur la continuation. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, on a un potentiel drapeau qui peut être intéressant à travailler avec, par exemple, une projection, un technique qui serait ni plus ni moins que de reporter le bas du drapeau sur le haut, offrir un potentiel à 57 d'un point de vue purement analyse technique, avec déjà un premier objectif qui serait d'aller rechercher les derniers points hauts. Maintenant, si on se parle d'investissement, on estime qu'effectivement, on fait le pari que Yonos arrive à capter des grosses parts de marché. C'est un marché qui se développe, comme on a pu le voir avec Oracle, puisque les acteurs purs de l'IA ont besoin de plus en plus de capacités de stockage, de calcul, et donc Yonos pourrait évidemment en profiter. Le deuxième acteur que j'ai identifié, et je vous rassure, je ne vais pas vous faire que des acteurs cloud liés à l'IA, mais ça n'empêche que c'était important pour moi de vous en parler, eh bien c'est OVH Group. Parce que si Yonos est un acteur allemand du cloud, bah, on a également un équivalent français, donc notre société OVH Cloud, et c'est d'ailleurs même le champion hexagonal du secteur, puisqu'elle a une approche assez similaire, il faut bien le dire, c'est tout simplement de proposer une alternative européenne crédible face aux géants américains. D'ailleurs, quand on regarde le détail de son activité, on voit qu'on a plus de 60% qui vient du cloud privé, un segment qui est clé pour les entreprises. Et OVH est aussi diversifié avec du public cloud et du web cloud. Et géographiquement, ce qui est intéressant, c'est que la moitié du business reste pour le moment concentré en France, mais près d'un quart vient du reste du monde. Et c'est une base solide pour croître à l'international. Avec Yono, ça nous permet donc d'avoir deux acteurs dans le cloud. Chacun aura effectivement des préférences d'investir sur l'un ou sur l'autre, peut-être les deux pour lisser un peu le risque. On peut aussi faire des choix par rapport au chiffre d'affaires et à la croissance. Comme vous le voyez, le chiffre d'affaires a plutôt progressé de manière régulière sur ces dernières années. On est passé de 900, un peu moins d'un milliard pour faire simple, en 2024 à probablement 1 milliard 300 000 en tout cas sur les estimations de 2027. On est dans une croissance continue. Donc, c'est un point évidemment positif. Et ce qui est intéressant, c'est comme Yono, c'est bien on a des marges qui étaient encore assez faibles, voire même négatives il y a encore quelques années et qui désormais sont assez intéressantes puisque devraient repasser en positif dès 2025. D'ailleurs, c'était déjà le cas en 2024, enfin juste la marge nette qui était effectivement négative, mais à partir de 2025, on devrait retrouver de la marge nette positive et marge d'exploitation comme marge nette, on est orienté à la hausse, donc ce qui offre également des belles perspectives de croissance de ce point de vue-là. Si on s'attarde aux finances comme on l'a fait pour Yonos, vous avez ici le bilan prévisionnel avec les grandes lignes à observer et on voit que OVH reste encore dans une phase où finalement la dette nette est présente avec un peu plus d'un milliard de prévu en 2025. Mais là où on peut se rassurer, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas mettre ça en avant, c'est que la tendance reste maîtrisée puisque le leverage tourne aux alentours de 2 de l'EBITDA, 2 fois l'EBITDA, ce qui est bien évidemment soutenable pour une entreprise qui est en forte croissance. Il y a peut-être un risque un petit peu plus élevé sur OVH, mais regardez aussi techniquement par rapport à Yonos, on a des choses qui sont très pertinentes du côté d'OVH puisque tout simplement, s'il veut bien m'afficher le graphique, parfait. Vous le voyez, on est dans un contexte de retournement. Il y a du potentiel, à mon sens, qui reste encore important. J'avais d'ailleurs parlé sur X, vous pouvez m'y retrouver, où je partage régulièrement des analyses. C'est ce type d'analyse approfondie, bien évidemment, que vous retrouverez aussi dans le club bourse. Donc, je vous invite vraiment à suivre l'actualité dès que ça sera lancé. Je vous rappelle que vous pouvez en profiter d'un mois offert si vous prenez l'abonnement Zone Bourse actuellement, avec le lien qui est en description. Mais c'est typiquement ce type d'opportunité que je présente, où j'avais vu le retournement avec la pseudo-épaule tête-épaule. Elle est un petit peu bancale, il faut bien le dire. Elle n'est pas parfaite, mais on voit bien la structure de retournement qui s'est faite sous cette zone. La belle impulsion, on est venu prendre des profits avec un rejet assez puissant, avec une mauvaise news qui est arrivée, mais encore une fois, probablement du court terme. Petite consolidation sur l'ancienne zone de résistance. On a une belle impulsion qui suit probablement la dynamique d'Oracle, où on a un petit peu cette entreprise qui pousse le secteur à la hausse, et donc on a des titres qui rebondissent bien. Actuellement, on est donc de nouveau sur zone de polarité. Court terme, je pense qu'effectivement, il faut réussir à reprendre ce niveau et surtout à ne pas lâcher le niveau des 9,80 pour faire simple. Et puis ensuite, essayer de continuer d'accompagner
accompagner le titre. Pourquoi pas jusque de nouveau sur les 14, ça lui ferait une belle progression déjà. Et puis ensuite, eh bien, plus si affinité, vous avez compris, avec un acteur qui pourrait profiter, encore une fois, de la croissance d'un marché. Juste avant de vous parler de la troisième action, n'oubliez pas que pour toute inscription sur XTB avant le 30 septembre, vous avez une action offerte Michelin qui cote aujourd'hui à 30-31 euros. Mais le plus intéressant au-delà de l'action, eh bien, c'est évidemment de profiter des avantages. Un des plus importants, c'est d'avoir des intérêts sur ces fonds non investis, un peu comme un livret A. Tout l'argent qui n'est pas investi sur la bourse, eh bien, vous permet de percevoir des intérêts plus intéressants que le livret A. Vous avez également 0% de commission jusqu'à 100 000 euros investis par mois. Je ne connais pas vos capacités d'investissement, mais pour ma part, en tout cas, je ne les dépasse pas et de loin, ce qui me permet, eh bien, de pouvoir investir sans frais. Il y a simplement des frais s'il y a besoin de faire de la conversion en termes de devises. Vous achetez la monnaie, enfin des actions sur une monnaie étrangère qui n'est pas de l'euro ou du dollar de votre compte, eh bien, vous avez effectivement des frais. Mais si c'est de l'euro, bah, vous n'avez pas de frais et c'est hyper agréable, évidemment, sans vous rappeler que c'est un broker régulé, car européen, siège social en Pologne et qui a un service client joignable par mail, par téléphone et en français du lundi au vendredi. Donc, c'est quand même un gros plus par rapport à tous ceux qui sont encore à l'ère ou qui se mettent à l'ère du chatbot et de l'intelligence artificielle. C'est un point d'honneur d'XTB d'avoir ce service client parce que je pense qu'aujourd'hui, au-delà des frais, c'est surtout ce qui fait la différence de pouvoir joindre bien, son partenaire quand on en a besoin et de ne pas rester dans l'incertitude ou l'hésitation ou quoi que ce soit quand on a des problématiques. Le lien est en description pour profiter de tous ces avantages. Code RIQUE, R-I-Q-U-E. Et vous avez également un mois offert si vous inscrivez depuis cette vidéo dans mon Riquet Bourse Club si vous passez, si vous inscrivez sur XTB en ce mois de septembre. N'hésitez pas à me le faire savoir, riquet@riquettrading.com. Troisième entreprise, donc, c'est Adyen. Et je vous l'avais promis, on ne va pas parler que de cloud dans cette vidéo. On va parler de cette fintech néerlandaise. Alors, c'est pas tellement une entreprise IA pure, hein, comme certains doivent se poser la question pour ceux qui connaissent ce dossier, qui se disent mais comment ça, t'as mis Adyen dans de l'intelligence artificielle? Mais simplement, j'ai fait le lien parce que déjà, j'aime beaucoup cette entreprise et en plus de ça, son moteur de paiement repose déjà largement sur l'IA. En fait, son moteur de paiement va permettre notamment de détecter la fraude, d'optimiser les transactions en temps réel. Et pour moi, c'est une autre manière en tant qu'investisseur eh bien, de pouvoir profiter de cette vague de l'IA. Au niveau du chiffre d'affaires par segment d'activité, vous voyez, hein, de la totalité est concentrée donc sur le service des paiements. Mais ce qui est pertinent, je trouve, de regarder, c'est la répartition géographique. Et on est déjà bien international, puisqu'on a 57% qui se fait en Europe, 27% en Amérique du Nord, 10% en Asie. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt très intéressant dans l'optique, bien évidemment, d'avoir une diversification géographique dans ses clients, pour ses clients, notamment avec toutes les problématiques de douane ou de guéguerre commerciale qu'on a pu vivre sur ces dernières semaines, derniers mois. Du côté de la finance pour Adyen, bah, on est sur une croissance ultra solide avec des chiffres assez impressionnants, hein. Le chiffre d'affaires attendu en hausse régulière passerait des quelques 218 millions d'euros en 2017 à déjà en 2024 2 milliards avec une projection à 3 milliards 6. Absolument énorme cette masse de progression. On voit bien que l'IA a un rôle évidemment là-dedans, puisque la demande est forte et importante. Et les marges sont déjà ultra solides, hein, puisque vous pouvez le voir, on a une marge d'exploitation qui tourne autour des 50%. Et la marge nette, bah, elle est également très intéressante. Alors, vous allez me dire comment ça se fait qu'on a la marge nette qui est supérieure à la marge d'exploitation. C'est pour ça que je regarde beaucoup les marges d'exploitation qui représentent vraiment l'activité, puisque dans la marge nette, on peut avoir des jeux comptables comme des cessions d'entreprise, des ventes, ça peut être également des procès remportés ou autres qui viennent jouer. Donc, c'est la marge nette est évidemment importante parce que ça permet de savoir s'il y a de l'argent à la fin de l'activité. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de voir le potentiel généré par cette activité, par le service, par la vente de produits d'une entreprise. Et on va plutôt la retrouver dans la marge d'exploitation. Donc, c'est pourquoi on regarde évidemment les deux. Et d'ailleurs, si on se projette d'ici quelques années, en 2027, on sera à plus de 50%. C'est absolument énorme, évidemment, pour une fintech. Et sur le plan financier, vous allez voir qu'on est vraiment pas mal. C'est d'ailleurs pour ces principales raisons que j'apprécie cette entreprise, puisque non seulement on a une entreprise de croissance, mais qui dit croissance dit souvent endettement, et là on n'en a quasiment pas d'endettement. On a même une trésorerie nette qui est positive et qui est censée, en tout cas, est attendue exploser d'ici 2027 avec plus de 12 milliards d'euros, j'allais dire de dollars, mais 12 milliards d'euros attendus. Et donc, on est sur une société ultra rentable, sans pression de dette. Si on regarde un petit peu du côté du consensus des analystes, on est ultra optimiste. On a 29 analystes qui sont positionnés sur le titre. On estime qu'il y a toujours un potentiel en moyenne de 32,73%. Alors, on va le voir, l'entreprise n'est pas donnée, évidemment. L'entreprise est chère en termes de PER, mais même en termes de coût de l'action. Mais regardez, c'est toujours une action qui a été globalement
un petit peu sous-évaluée, à part au moment où on était repassé au-dessus des objectifs. Mais sinon, pour le reste, c'est toujours une entreprise qui a été sous-évaluée, puisque quand on regarde les objectifs des analyses, ben, on voit qu'à chaque fois, l'entreprise s'en rapproche. Donc là, il y a encore un écart avec le potentiel. On pourrait potentiellement y arriver. D'ailleurs, on voit que quand on vient taper dans l'objectif des potentiels, des analyses, généralement, c'est là où l'entreprise corrige. Ça peut être un indicateur, évidemment, à suivre de près pour ceux qui aiment ce type d'approche. Si on regarde le graphique d'Adyen, vous allez voir, on est sur quelque chose d'assez intéressant, je trouve. On a cette phase consolidation qui se fait dans le titre, on va dire moyen long terme, ok, où on est effectivement sur une trajectoire plutôt de range. Mais si on s'intéresse un peu plus au court terme, depuis 2024, avec cette grosse explosion de l'IA, ben, on est vraiment dans un schéma où on a une entreprise qui, vous le voyez, évolue dans un canal haussier, avec à chaque fois qu'on se rapproche de ce support, des rebonds. On est sur une valorisation qui est un peu excessive, il faut bien se le dire, mais avec des très belles prévisions. Et si on arrive à surprendre positivement encore plus que ces belles prévisions, bah, on aura probablement des très jolis rallyes haussiers qui se mettront également en place. Donc on est sur une valeur que je trouvais intéressante à vous présenter puisqu'elle change des secteurs d'activité que j'ai pu vous montrer précédemment. Et puis elle n'a également rien à voir avec la quatrième société qui est ni plus ni moins que ASM International, qui est un acteur clé de l'écosystème des semi-conducteurs. Et de toute façon, ça se voit tout de suite grâce à son chiffre d'affaires puisqu'on a 100% de celui-ci qui vient des équipements et des services liés aux semi-conducteurs. Géographiquement, on le voit, c'est ultra concentré sur l'Asie, donc ça peut être un risque évidemment, mais c'est ce qui a porté sa croissance ces dernières années, puisqu'on a 73 pardonnez-moi, du chiffre d'affaires qui est fait notamment en Asie, principalement avec Taïwan et en Corée. Là, on va retrouver des géants comme TSMC ou encore Samsung. Et ça montre bien qu'ASM est au cœur de la chaîne de valeur mondiale des puces et que sans elle, bah, finalement, il n'y a pas vraiment les acteurs comme Nvidia ou AMD, puisqu'on a besoin de ce type de partenaire. Donc c'est vraiment hyper intéressant comme entreprise de par son activité. Si on regarde les chiffres, parce qu'ils ont tendance à faire tourner un petit peu la tête, vous allez le voir, on a une progression du chiffre d'affaires qui est constante. On est passé de 2,6 milliards en 2023 à des prévisions, regardez-vous bien et accrochez vos ceintures, à 4,1 milliards pour 2027. C'est de la folie, la croissance, elle est régulière. On est effectivement avec des marges d'exploitation tout à fait satisfaisantes, avec 30% de marge d'exploitation quasiment, une marge nette qui oscille entre les 20 et 25, et c'est des niveaux bien évidemment très solides pour un équipementier qui forcément est aussi sujet au prix des matières premières, vous vous en doutez bien. Côté bilan, on est sur quelque chose de très sain, c'est vraiment le type de graphique que j'affectionne quand je regarde de la santé financière des entreprises. Elle n'a tout simplement pas de dette nette et au contraire, elle affiche une trésorerie nette positive. C'est le point qui, pour moi, en fait une entreprise très intéressante. Je vous parle souvent sur la chaîne d'entreprises françaises, puisque je sais que beaucoup s'intéressent à ce type d'entreprise. Et sachez que je suis également exposé, alors pas sur ASM, pour le coup, j'attends des petites corrections, mais sur d'autres entreprises européennes et également et surtout américaines. Et évidemment, hein, ça fait partie, ce type d'entreprise, bah, des entreprises qu'on doit surveiller à mon sens. La seule problématique que j'ai avec cette entreprise pour investir sur le long terme, c'est que j'ai du mal à concevoir et à comprendre son activité même. C'est-à-dire que, OK, j'ai compris, hein, que c'était un équipementier dans les semi-conducteurs, pas besoin de me faire un dessin. Mais en quoi elle est plus intéressante qu'une autre? Voilà, c'est là où j'ai un peu plus de mal parce que la technicité du produit et ou du service, bah, finalement, pour moi, c'est quelque chose qui m'échappe un peu. Je ne suis pas du tout tech à proprement parler et j'ai du mal à comprendre. Mais au-delà de ça, quand on regarde des graphiques comme son bilan, bah, c'est évidemment absolument génial, puisque la trésorerie, je vous en parlais donc, pourrait atteindre ici, hein, vous le voyez, jusqu'à quasiment 2 milliards. Donc, c'est absolument exceptionnel comme chiffre. Évidemment, ça fait tourner la tête et pour faire simple, hein, ASM a vraiment les moyens pour moi de financer sa croissance sans dépendre de l'endettement. Et si jamais elle avait besoin d'y recourir, ça ne pourrait qu'accélérer cette croissance. Donc en résumé, pour moi, SM, c'est vraiment un acteur clé de l'écosystème des semi-conducteurs. Allons voir un petit peu ce que en pensent les analystes. On voit qu'ils sont tous aussi très optimistes. Pareil, à chaque fois que le titre était un petit peu sous-évalué, on a fini par se rapprocher. On n'a vraiment jamais vraiment dépassé complètement, hein, l'objectif des analystes. Donc on voit ici, il y a eu une petite correction avec une petite tension qui s'est mise en place, notamment avec les droits de douane, vous l'avez bien compris. Donc ça a mis un peu de tension sur le titre. Maintenant, tout ça va finir un jour ou un autre par se calmer, ou pas, mais on va plutôt parier sur ce fait qu'on trouvera des solutions. Et c'est là où je disais, est-ce qu'il y a des concurrents que je ne connais pas parce que je ne suis pas expert sur ce secteur-là, qui pourraient prendre les parts de marché et venir équiper des sociétés comme Nvidia ou AMD, peut-être pour éviter et détourner un peu tous ces droits de douane qu'on peut avoir avec les tensions commerciales actuelles. C'est des questions bien évidemment auxquelles il faut se poser. Maintenant, si on pense que ASM International a vraiment du potentiel et qu'elle va s'en sortir, bah, on est aussi sur des niveaux de valorisation qui, certes, attention à ce que je vais dire, reste quand même très élevé pour bien évidemment le secteur. Mais si on projette par rapport à ses bénéfices futurs et qu'on estime qu'elle est capable d'aller chercher la croissance attendue, bah, finalement, on est sur des PER qui ne sont pas si excessifs que ça actuellement. Si on regarde du côté de l'analyse technique, oups, excusez-moi, je crois que j'ai glissé, j'ai pas pris le bon graphique. ASM, ça sera mieux celui-ci.
s'il veut bien. Voilà, parfait. On est dans une tendance de fond, donc qui est haussière, et on a cette contraction qui s'est mise en place sous forme de drapeau. Soit vous jouez avec la technique, soit vous jouez avec les fondamentaux, chacun son approche, il y en a qui combinent les 2. On est sur un niveau de polarité, intéressant puisque je vais considérer qu'on est dessus, on ne l'a pas vraiment enfoncé, un petit peu, tout dépend. Certains prendront le niveau beaucoup plus gros parce qu'ils vont prendre ces petits points hauts qu'on a eus et donc vont intégrer ce niveau-là. C'est là où je dis qu'il ne faut pas être trop pointilleux, surtout pour de l'investissement long terme. Essayer de timer le marché, ça n'a pas grand intérêt. On investit pour le futur et donc on achète à 420 ou à 425. Honnêtement, ça va pas changer grand-chose quand on sera effectivement peut-être à 800 ou 900, si c'est en tout cas les objectifs que l'on vise par exemple. Maintenant, on est sur une zone qui est intéressante, moyenne mobile 200, belle zone à 450 de support. On pourrait envisager la cassure du drapeau pour aller chercher dans un premier temps le niveau des 636, deuxième niveau les 735, le point haut, la TH, all time high, et pourquoi pas s'envoler avec, par exemple, hein, si on casse effectivement ce drapeau, bah, on a une jolie configuration ici technique qui nous emmène aux 850 déjà dans un premier temps. Voilà des choses qu'on peut envisager. On est sur moyenne mobile 200. Je vous laisse apprécier depuis qu'on est dans le rallye aussi et même historiquement, à chaque fois qu'on était proche de la moyenne mobile 200, ce qui s'est passé. Les performances passées ne présagent pas de celles du futur. On reste avec une moyenne mobile 200 assez orientée à la hausse. Voilà, je pense qu'un point d'entrée avec une entreprise qui a de très très belles performances, en tout cas anticipées, et un bilan surtout de santé financière excellent, on voit qu'il y a eu des belles opportunités, hein, sur les décrochages ici. Franchement, il y avait des points d'entrée absolument fantastiques. Et on va conclure notre vidéo avec une cinquième entreprise, Nemetschek. Et pour tout vous dire, j'ai hésité pour vous parler d'elle. Alors non pas pour sa qualité, parce que je suis assez convaincu de celle-ci, mais plutôt parce que j'ai hésité avec Dassault Systèmes. Elles font pas exactement la même chose, enfin, en tout cas elles n'ont pas la même spécialité, mais sur le secteur, on est grosse maille sur la même approche, puisqu'ici on quitte, hein, complètement le secteur des semi-conducteurs, on revient au logiciel et on a donc une société allemande, moins connue du grand public, mais qui est malgré tout très intéressante. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette entreprise, elle développe des solutions logicielles pour l'architecture, l'ingénierie et également de la construction. On a ici l'IA qui est en train de transformer complètement ce secteur, puisqu'on a des conceptions automatisées avec des technologies avancées qui m'échappent encore une fois. Je ne suis pas spécialiste de ces logiciels, mais en tout cas, on a la gestion intelligente des projets également qui rentre en compte, et ça, bien évidemment, augmente la demande pour ce type de société. Quand on regarde justement son activité, on a près de 50% du chiffre d'affaires qui vient des logiciels de design et 30% du build. Le build, c'est ce qu'on peut associer à la gestion de projet. Et c'est précisément ce que je vous expliquais juste avant, ces segments où l'IA peut apporter le plus de valeur. Géographiquement, c'est assez équilibré. On a 40% des revenus qui viennent des Amériques, 31% de l'Europe hors Allemagne, et puis on va retrouver une répartition internationale ensuite sur d'autres régions, avec notamment l'Asie, et puis d'autres qui ne sont pas forcément stipulées. Voilà en tout cas de ce côté-là. Pareil, intéressons-nous, vous allez le voir, aux perspectives de croissance et à ce qu'on a déjà actuellement. Une entreprise que j'affectionne par son secteur, hein. Comme je vous le disais, moi, les logiciels, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup plus parce que sans connaître parfaitement le logiciel, suffit de savoir un petit peu est-ce que les entreprises veulent s'équiper de ce type de logiciel ou non, hein. C'est un peu l'idée qu'on peut en avoir. Et on voit que bah, financièrement, on est sur une très belle trajectoire. Le chiffre d'affaires, devrait passer, comme on l'a pu l'avoir par exemple en 2023 à 850 millions, et on pourrait, quasiment doubler, d'ici, 2027 puisqu'on cherche à dépasser les 1,5 milliard en tout cas en projection. La croissance, elle est bien régulière, on a des belles marges d'exploitation, on a des belles marges nettes également. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Pour l'instant, l'entreprise connaît une belle croissance et c'est pour les amateurs justement de valeurs de croissance, je pense, une entreprise très intéressante à avoir en tête. Bien évidemment, on est sur des ratios de valorisation comme toute entreprise qui cartonne, comme souvent, et notamment dans le logiciel, très cher en termes de PER estimé, hein. Vous voyez actuellement les PER sur la droite ici. Il faut le savoir. Donc évidemment, cette vidéo, hein, je sais que la dernière fois, j'ai fait beaucoup plaisir aux investisseurs value, ceux qui cherchent des entreprises décotées. Là, on est plutôt sur des rallyes haussiers. Ça peut être pertinent pour les traders ou en tout cas pour le trend following, toutes ces entreprises, parce qu'elles suivent une dynamique actuelle. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est en train de les payer pas cher, hein. Attention, loin de là d'ailleurs, au contraire. Mais on joue sur cet esprit de ça va toujours continuer de croître, on va toujours faire plus de croissance, jusqu'à un moment où effectivement celle-ci va ralentir et il faudra être capable évidemment de sortir. La bulle IA, oui, pourquoi pas, hein, parce que j'en vois déjà qui vont venir m'en parler. Évidemment qu'on a des entreprises qui sont survalorisées, d'autres, enfin des entreprises qui ne tiendront pas le long terme. C'est pourquoi il faut gérer son risque évidemment. Mais en attendant, ça fait déjà 2 ans qu'on parle de bulle IA. Alors j'ai envie de dire, oui, la bulle est peut-être en train de se renforcer, mais pour l'instant, elle est là et elle continue. Et les entreprises, en tout cas les investisseurs qui sont sur ces dossiers, profite pleinement de cette dynamique. Du côté du bilan, avant de s'intéresser à l'analyse technique, l'entreprise elle est globalement saine. On a une dette nette
est contenue et elle est même attendue en baisse, hein, à partir de 2026, ce qui laisse donc de la flexibilité pour financer l'innovation et l'expansion, comme on a pu le voir avec la situation géographique. Donc, plutôt des choses intéressantes également de ce côté-là. Si on conclut avec l'analyse, pardon, Nemetschek, où es-tu? Tu es là. Et ben, vous allez voir que c'est pas trop mal. On est encore une fois dans une entreprise de croissance, on le voit bien. Vous voyez un petit peu la différence pour ceux qui suivent mes autres vidéos où je parle beaucoup de valorisation. On est plutôt sur des retours de support, de range, de phase de retournement. Bah là, on est vraiment sur des ultra tendances haussières avec des phases de correction, hein. Il y en aura toujours, mais on voit bien que quand on regarde les moyennes mobiles 200, bon, bah, c'est des titres qui sont très clairement orientés à la hausse. On suit ici d'ailleurs une pente ascendante qui est plus haussière que la moyenne mobile 200, encore plus. On a une inclinaison plus forte. On évolue dans une sorte de pseudo-drapeau, pseudo-canal, voyez ça comme vous le souhaitez. Et donc, bah, tout simplement, hein, dès qu'on a des petits décrochages, on revient sur des prix inférieurs. Ça peut être évidemment intéressant de l'acheter. On a juste cette zone de polarité court terme qui a lâché. C'est un petit peu le hic pour moi, mais ça permet aussi d'avoir, si on a envie d'avoir en tout cas cette entreprise en portefeuille, bah, de pouvoir lisser son prix d'entrée. Bien évidemment, il y a toujours de la gestion de risque. Sachez pourquoi vous sortez, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons fondamentales. On loupe les objectifs, on n'a plus de croissance attendue, un concurrent qui viendrait remplacer l'activité. Vraiment, soyez prêts, hein, ne pensez pas qu'à l'achat. C'est très facile de rentrer dans ce piège-là quand on regarde des vidéos et qu'on cherche un peu des opportunités, mais pensez toujours à votre plan de sortie parce que euh, autant si on rentre pas terrible, on pourra quand même faire de l'argent, autant si on sort mal, c'est là qu'on en perd énormément. Donc il faut vraiment être très vigilant là-dessus. Si vous cherchez à ne pas faire d'erreur, sachez que c'est pas possible. Vous en ferez forcément. Cherchez simplement à avoir quelque chose qui est le plus proche. Et quand je dis des erreurs, c'est penser qu'on sort au meilleur moment et du coup on ne le fait pas. On ne sortira jamais au point haut, on ne sortira jamais, on n'achètera jamais tous les points bas. Donc il y a un moment, il faut se mettre d'accord avec ça et investir de manière réfléchie, avec une stratégie établie en fonction de son profil d'investisseur. Et d'ailleurs, je me permets de le glisser pour conclure, mais c'est exactement ce que je vous apprends dans le Riquet Bourse Club. Au-delà des lives, vous avez des formations à votre disposition qui vous permettent de solidifier ou de commencer par exemple, parce que peut-être que certains débutent, votre apprentissage en bourse. Ça ouvre dès lundi 15 septembre. Je vous invite à me suivre soit sur Telegram, soit sur mes différents réseaux ou encore par la newsletter que vous avez le lien en description qui vous permettra de tout savoir sur ce qui va être lancé de ce côté-là. J'envoie d'ailleurs régulièrement actuellement des mails pour expliquer le contenu de celui-ci. Il y a déjà pas mal d'intérêt, donc je remercie tous ceux qui sont déjà manifestés. J'ai hâte qu'on débute tout ça ensemble et je conclue sur cette vidéo pour vous rappeler qu'il y a toujours moins 40% donc sur Zone Bourse si vous voulez utiliser l'outil d'analyse que je vous ai présenté où j'ai seulement montré quelques fonctionnalités. Il est bien plus complet que ça, évidemment, moins 40%. Profitez-en, ils en font pas souvent des promos et c'est le meilleur moment pour rejoindre. Pour ma part, je vous laisse avec une vidéo si justement vous souhaitez chercher des entreprises de croissance qui pourraient vous intéresser.